juste comme ça, pendant un certain temps, il fallait que je dorme sous un pont. C'est une partie de moi que je voudrais quand même oublier. Mais je tiens quand même à mentionner que personne n'est à l'abri de ça. Face à cette situation-là, on est tous vulnérables. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 16e consultation. Nous sommes en compagnie de Mec Jeffrey Pierre, un attaquant canado-haïtien de 25 ans aujourd'hui, qui est attaquant en National 2 au Gol FC. Donc bienvenue à toi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, Merci à vous, les gars. Ça fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et d'être avec les gens de la communauté. donc, première question, peux-tu te présenter d'où tu viens, où as-tu commencé le foot et si tu avais des idoles, des modèles? Vous m'avez déjà bien présenté. Donc, mon prénom, c'est Mec Jeffrey. Nom de famille, Pierre. J'ai 25 ans au jour d'aujourd'hui. Je suis né à Montréal, de deux parents haïtiens. Donc, ce qui fait de moi un Canado-haïtien, comme tu l'avais mentionné plus tôt. J'ai un modèle, c'est vrai, mais mon modèle, c'est CR7, donc le seul et unique authentique Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire pour répondre à ta question. Pour rester sur tes racines, du coup, tu es né, comme tu l'as dit, à Montréal, au Canada, dans la région francophone du Québec. Tu es né Ouais. donc, pardon, de deux parents haïtiens. Avant même de parler foot, on pourrait pourtant croire que tu es destiné à un autre sport, puisque ton prénom Jeffrey, enfin, ton prénom Mec Jeffrey, il a une signification particulière. Donc voilà, on va te laisser parler un peu de ça. Et dis-nous après comment le foot est venu du coup. Euh, L'anecdote par rapport à mon prénom, c'est mon père qui l'a choisi en l'honneur de son basketteur favori, son idole qui était Michael Jordan, mais que son vrai nom est Michael Jeffrey Jordan. Donc, il a tout simplement raccourci le Michael pour le mettre en MC et Jeffrey a juste suivi par la suite. Donc, voilà. Mon père, c'était quand même un joueur de basketball, un point guard assez talentueux. Il a joué jusqu'au niveau collégial au Québec. Il avait reçu aussi quelques offres de bourse d'études, mais pour des raisons familiales, il a décidé de rester dans le pays. Et voilà, donc je pense que tout pouvait faire à croire que j'aurais pris le chemin qu'il avait pris dans sa jeunesse. Je me souviens aussi que j'allais toujours le voir les samedis ou les dimanches jouer avec ses amis au basket. Et il a commencé à m'initier dedans, sauf que j'avais toujours un ballon de foot à côté. Et donc, du coup, je jouais au basket, mais avec un ballon de foot. Et voilà, donc je sais qu'à l'âge de 6 7 ans, Coupe du Monde, Bandido fait poteau rentrant, penalty, vas-y. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire pour le restant de ma vie. Donc, c'était le plan de carrière que je m'étais lancé. Et voilà. Donc, tu débutes le foot à Montréal. Déjà, à quel âge? Et on a vu que tu faisais du karaté en parallèle. Est-ce que tu enchaînais les deux sports en même temps? Mes parents m'ont toujours encouragé à faire un sport. Donc, au tout début, j'ai commencé la natation. Et c'est super important, hein, qui dit qu'un jour plus tard, il y a un danger qui arrive. Si tu sais pas nager, c'est chaud, hein. Donc, voilà. J'ai appris la natation. Par la suite, j'ai fait le karaté. Pendant près de 3 ans, j'ai gagné des petites compétitions tranquilles. J'ai fini jusqu'à la ceinture brune, si je me souviens bien. Donc, j'étais quand même bien avancé. Tout dépendamment dans le secteur où tu es, ben, la ceinture brune, c'est soit l'avant-dernière ceinture ou l'avant-avant-dernière ceinture avant d'aller à la noire. Et par la suite, voilà, j'ai commencé le foot, comme j'avais dit tout à l'heure, à l'âge de 7 ans, du coup. J'allais tourner sur mes 8 ans. Et c'est là où est-ce que, suivant le penalty de Zidane, j'ai décidé d'aller voir mes parents. J'aurais dit, écoutez,
moi, je veux jouer au foot, c'est ça que je veux faire. Donc, il fallait que je fasse un choix pour répondre à ta question. Et mes parents, ils ont dit, ben, écoute, on va te supporter, on va te suivre, mais il faut que tu fasses un choix. Et j'ai décidé de laisser le karaté pour poursuivre mon rêve de footballeur. Dans ta jeunesse, tu vas fréquenter du coup, enfin, jusqu'au monde senior, tu vas rester sur Montréal, mais c'est quel club où tu as vraiment le plus progressé selon toi? J'ai fait plusieurs clubs, c'est vrai, dans la région administrative de Montréal, surtout en région lavalloise, dans la périphérie de Montréal. Donc, mais vraiment, les années où est-ce que j'ai vraiment plus kiffé, c'était à Lorraine Rosemère, hein. Ouais. Là, ben, pas, je veux dire, je sortais d'un club qui ne me valorisait pas assez, je trouve. D'ailleurs, c'est même mes parents qui m'ont fait comprendre. Mes parents ont toujours été des gens très objectifs. Donc, ils n'étaient pas là nécessairement à me dorloter parce que j'étais leur fils, mais ils étaient là aussi pour mon éducation et me faire voir et me préparer à ce que la vie sera pour moi plus tard. Donc, quand il y avait des vérités à me dire, ils me disaient que je pleurais ou pas, tu le prends, c'est cash. Donc, ils m'ont fait comprendre que ce club-là, ben, il ne me valorisait pas ou j'allais pas nécessairement m'épanouir comme je le devrais. Donc, on m'a proposé d'aller à Lorraine Rosemont, un club qui venait de monter en, dans le niveau élite, dans la LSEQ dans le temps. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai commencé les entraînements avec eux. Le groupe, l'esprit d'équipe était présente, mais omniprésente, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur. Des fois, on faisait même des journées cohésion. Et moi, c'était la première fois que j'étais dans un club où est-ce qu'on faisait des journées cohésion. Donc, j'ai pris goût à ça. Et d'ailleurs, ça n'a pas défaut, hein. On a été en mesure justement de faire de très bonnes performances durant ces années-là. On a été l'équipe surprise dès leur première année en niveau élite du Québec d'ailleurs. Je pense que c'est avec le cocktail de tout ça, on a été en mesure de faire un bon mélange et avoir des super de bons résultats. Donc j'ai vraiment kiffé mes années là-bas. Ouais. Il y a un autre épisode important dans ta jeunesse, c'est dans le document autobiographique que tu nous as fourni. Tu racontes que tu participes aux Jeux de Québec en jeune. Parle-nous de son Ouais. importance. Est-ce qu'il y avait des bons joueurs? Et raconte-nous tes performances durant ce tournoi. Oh man. Euh, je me rappelle la journée comme si c'était hier. La journée où est-ce qu'il y avait la dernière coupure avant d'aller aux Jeux du Québec. On est allé jusqu'en tir de pénalité avec une équipe du Sud, et donc du Sud de la région. Et puis le coach, il y avait coach Valerio et coach Patrimundo. Il a décidé de mettre des sacs alignés sur le banc. Et on va dire à chaque fois qu'il t'appelait, ben, s'il disait tu peux prendre un sac, ça veut dire que tu faisais la dernière coupure. Et s'il disait ben, ciao et tu n'avais pas de sac, ben, ça voulait dire que ben, tu n'allais pas au Jeu du Québec. Et moi, ben, j'ai pris l'avant-dernier sac. Donc j'étais super content. Moi, j'avais peur. Moi, je me disais, merde, je suis quand même l'avant-dernier qu'ils ont choisi, tu vois. Mais c'était pas dans cette logique-là. C'était tout simplement par numéro et position. Et voilà, donc j'étais hyper content parce que je m'étais fait la promesse des années auparavant, quand je n'arrivais même pas à faire un dribble déjà. Euh, je m'étais dit que j'allais faire un jour les Jeux du Québec, sans savoir autant c'était quoi et comment j'allais y parvenir. Mais les faits que j'y suis parvenu, c'était juste l'un des plus beaux jours de ma vie. Donc, une fois arrivé aux Jeux du Québec là-bas, écoute, je pense qu'on était l'une des meilleures générations depuis un bail que le Québec n'avait pas vu. Écoute, on avait des noms comme Abraham Duverger, des Simon Spénard-Lapierre, des Tristano Fazulo. On avait des Balou et Jean-Yves Tabla, tu vois. D'ailleurs, un ancien du CTF Montréal et un ancien du Barça aussi. Donc, voilà. C'était vraiment une grosse génération. Garvin Metusala, champion de Canadian Premier League aussi, qui était à Forges et là, qui vient de changer de club. Donc vraiment, on avait un bon berceau de joueurs, une bonne génération. Et je me rappelle que j'avais marqué le but qui allait nous emmener en finale.
des Jeux du Québec. Donc, encore là, c'était incroyable. Je marque un but, je fais un petit chapeau après le centre de Justin Fazolou en mi-tard. C'est le gardien. Je fais une petite danse. Dans ce temps-là, c'était quoi? C'était Collie Swag, Teach Me How to Dougie. Donc, j'ai commencé à danser un peu un doggy. Tout le monde est venu, tout le monde était dans les estrades, tout le monde était en train de dogger avec moi. C'était vraiment fou. Et puis voilà, donc la finale est arrivée, on joue contre Montréal. Et c'était le plus beau jour de ma vie parce que je savais que peu importe ce qui allait se passer, je rentrais avec un beau souvenir à la maison, donc une médaille. Et c'est pas tout le monde qui peut se vanter de faire ça, donc c'est bien. Voilà. Donc, on a fini ensuite à la série de fermeture. Il y avait toutes les délégations qui étaient là. Il y avait un gros stage. Moi, j'étais dans un autre monde. Je suis monté sur le stage. J'ai commencé à danser Michael Jackson parce qu'il y avait du Michael Jackson qui était en train de jouer. Puis, en plus, je connais les moves, tu vois. Donc, je me débrouillais et tout. Ben, vas-y, c'était incroyable. Mes parents étaient là avec ma petite sœur. Euh, Franchement, ma famille, si c'était pas de eux, je sais pas où je serais aujourd'hui. Et voilà, donc ils m'ont supporté depuis le jour 1 jusqu'à aujourd'hui. Pour revenir sur ta génération, justement, tu parlais notamment de Balou Tabla. On peut retrouver pas mal de bons joueurs à l'échec québécoise. Donc, tu l'as dit, Balou, mais il y a aussi Mathieu Chouanière. Je pense que ça t'évoque quelque chose. Ouais. C'était deux grands espoirs du pays. Un an plus jeune, on a Moïse Bombito qui a percé sur le tard. Est-ce que, selon toi, le Québec, c'est la région la plus talentueuse du Canada? Et selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire plus développer le foot dans cette région? Euh, donc là, tu me poses vraiment des questions très techniques et peut-être qu'il va aller dans la politique. Je suis pas un homme politique, je tiens à le dire. Je suis qu'un simple joueur et je me concentre sur le terrain. Mais selon ce que j'ai vu, euh, après les pays que j'étais en mesure de faire au cours de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, euh, je pourrais dire que oui, il y a un très bon bassin de joueurs de qualité et de fort potentiel au Québec. Ça, c'est clair. Surtout dans la région de Montréal. C'est clair. Euh, Il n'y a pas photo là-dessus. Après ça, on peut parler de nos voisins à côté en Ontario, les Ontariens, dans la région de Toronto, Ottawa aussi. C'est sûr, dès que tu es dans une métropole, tu vas avoir un bassin de joueurs assez intéressant parce que c'est là où est-ce que les cultures se mélangent et se rencontrent. Donc, c'est ça la beauté du foot aussi. Peu importe d'où tu viens, ben, si tu parles foot, hein, le foot, c'est une langue. Donc, voilà. C'est soit que tu es bon, soit, écoute, tu es là pour le plaisir. Hein. Et pour changer, je pense que le Soccer Canada est en train de faire un bon travail. Je pense que ça va de soi à cause de la prochaine Coupe du Monde qui vient l'année prochaine. Donc, ils sont obligés de se mettre quand même dans les standards de la FIFA et des pays qui ont été hôtes des Coupes du Monde précédentes. Donc, ça va de soi. Je pense qu'ils sont en train de faire un bon travail. Est-ce qu'on va voir un changement tout de suite drastique? Non, parce que Rome ne s'est pas construit en un jour non plus. Mais voilà, non, mais j'ai confiance. Je pense que il y a... je sens que le Canada est entre de bonnes mains. En tout cas, j'espère. On se posait une question avec son développement du coup dans les dernières années, comme tu nous as dit. Est-ce que le soccer donc au Canada, est-ce que c'est le premier sport ou il y en a qui passent avant quand même? Le hockey sur glace, bien évidemment, c'est le sport national. On le sait tous. C'est pas sorcier. Mais le soccer ou le foot est le sport le plus pratiqué au Canada. Ça, je ne serais pas étonné. Pourquoi? Tout simplement à cause des bas coûts. Ça n'a rien à voir avec les prix, exemple, d'équipements sportifs sur le hockey sur glace. Le tennis, des fois, tu as besoin d'un coach individuel. J'avais mon entraîneur quand j'étais à Lorraine-Rosemère. Sa fille était nageuse, donc il faisait de la natation. Laisse-moi te dire, il y avait un chèque qui devait signer, c'était 12 000 dollars, tu vois. Donc, rien à voir avec les crampons, tibia, vas-y, la licence peut-être de joueur.
Et voilà, donc ça n'a rien à voir, tu vois. Tu dépasses même pas les 5000, tu vois. Donc, c'est vraiment le cap et l'accessibilité financière qui fait la différence, qui fait en sorte que le soccer ou le foot est le sport probablement le plus pratiqué à travers le pays. Donc, je ne serais pas étonné à cause de ça. Tu dis ça ne dépasserait pas les 5 000, mais 5 000 c'est déjà une énorme somme. Bah, en tout cas pour nous euh, En France. en France, Mm. 5 000, je sais même, je pense même dans les meilleurs clubs, ils payent pas ça, tu vois, une licence, c'est aux alentours de 100 euros hein, Ouais. environ, et une bonne paire de crampons, allez, 200, 300, paire de protèges, ça coûte pas si cher que ça, donc au final on est très très loin De 5000 de quoi. de ces standards-là. Mais ce que tu nous dis là, on a des connaissances canadiennes et effectivement, ils nous ont dit que la licence en elle-même, par exemple pour jouer en AAA, je crois que c'est le niveau le plus haut, tu me dis si je me trompe, c'était genre un truc du style 1 000 $, un truc comme ça. Ouais. Ouais, donc effectivement, enfin, après, ça dépend du pouvoir d'achat canadien, mais est-ce que c'est accessible selon toi à beaucoup de monde ou pas du tout? Comme je dis, je suis pas un politicien, mais oui, je suis quand même au courant. J'ai fait quelques classes d'économie et de finance lors de mes années au lycée. Euh, donc, oui, le Canada a quand même un bon pouvoir d'achat. Donc, ce qui fait en sorte que peut-être 1000 $, ça paraît astronomique, vu, on va dire, le SMIC en France, c'est quoi? C'est combien? C'est 1200, 1300, quelque chose 1300, Trois-cents, comme ouais, ça? ouais, 1300. environ, ouais. Alors qu'au Canada, bah, tu peux faire cette somme-là en une semaine ou 2 semaines, tu vois. Ouais. Ça n'a rien à voir. On se dit, bah, c'est rien. Il y en a qui font ça en 4, 5 jours, gros max. Donc, ça n'a rien à voir. On peut nous appeler les Suisses de l'Amérique du Nord, mais et c'est vrai, c'est ça. Après ça, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais c'est vrai que ça, le sport, on va dire, j'ai été chanceux. D'ailleurs, je dis merci à mes parents d'avoir eu la sagesse et mes grands-parents de venir au Canada parce que c'est vraiment le pays qui est en mesure de mettre en place des organismes et une structure qui donne facilement, mais facilement accès au sport. Même si tu es pauvre, facilement accès à n'importe qui. Donc, voilà, après ça, il faut juste être bien orienté, d'aller voir les bonnes personnes pour débloquer les choses. Mais sinon, la plupart du temps, tu arrives à faire du sport, hein. Le sport est vraiment poussé là-bas en Amérique du Nord. Je pense que c'est juste une question de mentalité. Et voilà, c'est incroyable. Même si on dit 1000 $, ça peut être 1200, 2000, tu auras toujours quelque chose ou quelqu'un qui sera en mesure de t'aider de quelconque manière pour faire du sport à ton fils ou ta fille. Donc, voilà. Et est-ce que si tu pourrais comparer un peu au système français, même si tu es là depuis quelques années, est-ce que tu as eu le temps de voir quand même la différence entre l'accessibilité du sport en France et au Canada? Euh, le choc que j'ai eu, d'ailleurs, je l'ai eu depuis le Portugal, mais j'ai eu encore plus ici, c'est que je vois pas beaucoup à vrai dire, j'en ai même pas vu de stade ouvert public où est-ce que tu peux aller sur le terrain et jouer. Je veux dire, dans mon quartier, je me souviens quand j'étais à Laval, à Auteuil, on a quoi? 4, 5 terrains ouverts au public, tu vois, dans une seule petite région de la ville. Donc oui, des fois, il y a des équipes qui vont jouer dessus aussi, mais il y a des horaires qui sont déjà là, tout le monde sait, tout le monde est visibilisé, on sait qu'on ne peut pas aller sur le terrain parce qu'il y a une équipe, il y a une structure qui est en train d'utiliser le terrain. Donc voilà, mais après ça, le restant de la journée, les gens, ils y vont. Moi, je me souviens, durant l'été ou après l'école, ben, des fois, je prenais mon ballon et j'allais m'entraîner tout seul sur le terrain. Donc, on a vraiment des installations et la disponibilité pour pratiquer ton sport, elle est pratiquement à l'infini. Et c'est ça la grosse différence que j'ai vue. Euh, et d'ailleurs aussi, je pense que j'ai eu le choc quand j'étais à Saint-Quentin pour jouer avec le premier club Dans le français. Nord. Ouais, voilà. Euh, ouais, justement pour Étancourt. Donc, mon président, il me parle, tout ça. Il me dit, ben écoute, il y a une formation qu'on pourrait te faire faire. Je dis, vas-y, j'aime bien les gamins. On parle de sport. Vas-y, je vais faire mon BPGEPS en sport éducateur, sport pour tous. Et là, on voit que je suis pas d'ici. Parce que déjà, la manière dont je m'exprime,
des choses que je fais, la posture que j'ai aussi. Et on me dit ensuite, bah, tu sais, avec les petits, faut que tu fasses attention par rapport aux exercices que tu leur proposes. Et là, je me dis, hein, comment ça, tu vois? Pourtant, c'est des exercices que moi, je me dis, bah, à leur âge, j'étais en mesure de le faire. Et plein de personnes aussi que j'avais l'habitude de voir étaient en train de le faire, tu vois? Sauf que je l'avais pas vu, c'est vrai, en Europe encore. Et ils m'ont dit, ben, ils n'ont pas encore la motricité ou sont vraiment pas forts là-dedans, donc pas leur demander trop de choses par rapport à ça. Et moi, j'ai posé la question, j'ai dit, ils ont combien d'heures d'éducation physique, tu vois? Parce que je me dis, à 7 8 ans, il faut déjà que tu aies une certaine coordination. Et bah, ils m'ont dit, écoute, sur un cycle de 9 jours, peut-être ils ont une fois, tu vois, voire deux gros max. C'est un gros débat ça en France récemment, les heures de sport enlevées à l'école, etc. Ça fait vraiment débat dans l'espace médiatique. Bah oui, et je me dis, bah, c'est normal que les enfants, ils aient pas de coordination, ou ils ont de la misère à faire des tâches qui demandent une certaine motricité et qui devraient être normales, on va dire, de là où je viens, mais qu'ici, bah, on galère, quoi. Donc, j'ai dû vraiment baisser un peu on va dire, mon niveau d'attente que j'avais vis-à-vis les petits, les pauvres. Donc, voilà, je Faut cherchais pas tout les sécher simplement non des plus. alternatives. Ouais, ouais, non, mais tu vois, nous, en tant qu'éducateurs aussi, on doit faire preuve de flexibilité et aussi de changer aux besoins, tu vois, de s'adapter. Mais tiens, si tu Et pouvais comparer avec le Canada en termes d'heures de sport à l'école, et en France, je crois que ça doit être 2 heures par semaine, quelque chose comme ça. Et au Canada, c'était combien, toi, de ton temps? Or, enfin, à part si t'es. ah, En France, si t'es dans une section sportive, t'en fais tous les jours. Mais hors section sportive, c'est genre une fois par semaine, quoi. Et toi, du coup, c'était comment? nous, on avait 3 fois par semaine, hein, facile. Hors classe spécialisée sport? Ouais, ouais, hors Ah oui, classe voilà. spécialisée. C'est Hein. pas la même chose. À 3 fois plus. Ouais, ça n'a rien à voir. Et en plus, on avait, des fois, exemple, quand on était au secondaire, donc pour vous, c'est le lycée, euh, ben, nos bâtiments, ça aussi, c'est un choc que j'ai eu. On va dire le bloc sportif de votre école, ben, il y en a qui en ont pas, donc ils vont justement utiliser, on va dire, les, les installations de la municipalité. Donc voilà, ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Mais nous, tout est centralisé. Si tu sors de ta classe, tu es toujours à l'intérieur du bâtiment. Tu as juste un petit couloir qui t'emmène, exemple, à la patinoire ou à la piscine. Tu vois. Ah oui. Et ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, nous, on avait des cours de piscine aussi, tu vois. Il n'y avait pas ce malaise et tout, etc. Non, tu fais tes cours de piscine, il n'y a pas de oh, ben, je veux pas ou je le ferai après. Non. Bah, nous, on avait piscine, mais il fallait faire 30 minutes de marche aller, 30 minutes de marche retour pour aller à la Ouais, Ouais, c'est mais piscine. tu vois, pour nous, ça existe pas. Tu vois. après piscine sous -20 au Canada, ça donne pas trop envie. Mais après ça, nos piscines, la plupart du temps sont chauffées. Hein. C'est à l'intérieur. C'est Oui, vraiment. oui. Mais quand il fait froid dehors et tout, on n'a pas trop envie de se mouiller. Ouais, non, c'est vrai. Après ça, c'est plus nous, les sportifs, qui avons un délire en disant, ouais, c'est bon, on est dans notre vibe, mais le reste des gens, on va dire, monsieur, madame, tout le monde, qui veulent juste terminer leur journée et faire leurs études. Ouais, c'est vrai. C'est décourageant, c'est vrai. Mais par contre, du coup, dans ton lycée, il y avait une patinoire directement dedans. Il y avait une patinoire juste à côté, qui pouvait nous emmener justement à, de l'école. Tu avais un bloc sportif. Après ça, je vais pas te mentir. J'étais dans un lycée sport-études. Ah oui. Et sport-études encore, il n'y avait pas grand-chose à voir avec ce que vous connaissez en tant que sport-études en France. C'est vraiment un autre niveau. Donc, tu as les classes. Ensuite, tu as un bloc sportif. Mais quand tu sors des classes, il y a un couloir qui t'amène dans le bloc sportif où est-ce qu'il y a des casiers de tous les élèves en sport-études, parce qu'il y a des gens aussi en régulier. Et ensuite, ben là, tu as un couloir qui t'amène soit à la piscine, soit un couloir qui peut t'amener à la patinoire, à l'aréna.
Et ensuite, ben, si tu veux aller dehors, bien évidemment, et pour les joueurs, exemple, de football américain, ben là, ils doivent justement marcher, mais ils marchent quoi? 2 minutes gros max, tu vois. Ouais, après, voilà, Le terrain, il est c'est déjà là. sûr, c'est un secret pour personne que les infrastructures pour l'éducation, que ce soit aux États-Unis, au Canada, même en universitaire après, c'est largement plus supérieur que ce qu'on connaît nous en France, par exemple. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas le même budget, c'est pas le même nombre d'habitants, c'est différent. Mais c'est aussi intéressant d'avoir ton point de vue. Mais du coup, pour revenir donc à ta carrière. Explique-nous du coup comment un peu ça fonctionne. Il me semble que tu as fait un an en senior au FC Laval quand tu es revenu après. Explique-nous un peu comment ça fonctionne parce que à l'époque, il n'y avait pas encore cette petite ligue, la CPL qui était créée. Donc dis-nous plutôt comment ça se passait à l'époque. Ah, ben, c'était compliqué, hein. On va dire, si t'avais pas d'origine européenne, si je peux le dire comme ça, si t'avais pas d'origine européenne dans ta famille, ben, va falloir que tu ailles au cégep, dans tes études et peut-être reprendre le foot, tout simplement une fois à l'université, tu vois. Et les saisons sont vraiment très courtes euh, au niveau du lycée à, on va dire, universitaire. Tu vois, universitaire, ça va rester un peu plus longtemps. Et encore là, ça dépend de ta localisation au Canada, parce que tu as des endroits où ça te permet de jouer quand même pendant 6 mois et d'autres, bah, tu peux jouer que 2 ou 3 mois. Euh, mais sinon, dans ce temps-là, après tes 18 ans, il fallait que tu fasses un choix. Soit que tu vas aux États-Unis, à l'autre côté de la frontière, ou peut-être chez nos voisins, les Ontariens, parce qu'ils avaient un début de programme quand même assez intéressant. Et dans ce temps-là, il y avait la NASL, donc c'était la ligue professionnelle avec quelques équipes des États-Unis, si je ne me trompe pas, et canadiennes qui étaient là. Mais voilà, c'était pas un championnat qui était encore vraiment reconnu. Elle y est toujours, mais voilà, quoi. C'était pas tout ça. Et donc, je me souviens quand j'avais 17 ans, parce que je jouais pour la catégorie U18. Donc, à mes 17 ans, voilà, je suis en train de voir qu'est-ce qu'il y en est, où je vais aller. Je voyais des gars qui avaient l'habitude d'aller au Portugal, qui revenaient, qui repartaient. Moi, je me disais, merde, moi, je suis là, les gars. C'est quand qu'on va me prendre? Et entre-temps, j'ai été convoqué par l'équipe du Québec en vue des prochains Jeux du Canada. Donc, j'ai fait toute la préparation avec eux, les matchs en concours et tout. Malheureusement, pour des raisons probablement politiques, si je peux mettre ça comme ça, j'ai pas pu faire le final cut. Et c'est là où est-ce que je me disais, mais merde, il faut vraiment que je trouve quelque chose. Euh, Dieu merci, j'avais des personnes qui voulaient du bien pour moi, qui m'ont superbement bien encadré, commençant par mes parents, bien évidemment, ma petite sœur et mon coach, Eric Bertacchini, qui fait en sorte de parler avec ses contacts aux États-Unis et pour être en mesure de trouver des showcases, qu'on appelle. Donc, en gros, les showcases, c'est un peu là, des événements où tu montres ton talent, ce que tu sais faire. Détection un Ah, peu. donc, comment? Des sortes de matchs de détection quoi. C'est où il y a Ouais, des matchs de détection. plein de joueurs de Mais l'extérieur qui viennent au club faire des matchs pour montrer leur niveau. Mais tu vois, c'est pas que ça. Il y a pas, il y avait vraiment pas que des matchs. Écoute, j'ai adoré mon expérience là-bas. C'est du jamais vu. En gros, c'est que oui, tu avais des matchs, mais ton showcase, c'est sur une semaine. Tu vois. Donc, on te fait visiter, exemple, l'université ou les universités qui sont un peu dans le coin. Tu vois. Par la suite, jour 2 tu as tes équipements, tu as déjà un horaire d'entraînement. Dans les entraînements que les universités font, tu as des coachs qui t'entraînent. Donc, c'est là où ils peuvent vraiment voir tes capacités physiques, athlétiques et techniques, et tactiques, bien sûr. Et voilà, donc, tu as des activités, tu manges, tu as des horaires, tu manges pas ce que tu veux, tu manges à la cantine de l'université. Genre, vraiment, tout était carré, tu vois. Tu as des minibus qui t'emmènent justement au terrain que tu dois aller. Et je me souviens, il y a une fois, je suis allé à Syracuse.
D'ailleurs, une détection qui s'est très bien passée pour moi. Euh, il y avait des matchs de étoiles. Je finissais de faire un match avec les autres gars qui étaient là aussi. Et les entraîneurs et les scouts, ils étaient là, ils prenaient des notes et ils sélectionnaient 22 joueurs. Tu vois. Les 22 joueurs, on appelait ça le match étoile, des étoiles. Donc, les 22 joueurs, les meilleurs qui se sont vraiment démarqués selon leur poste et tout, ils ont joué là. Les scouts regardaient. Et là, la plupart du temps, ben, on va dire, j'ai envie de dire 80% en vrai, ils avaient déjà des offres pour les universités, tu vois. Donc, j'en faisais partie. Et franchement, soit que j'aurais signé pour Syracuse ou tout simplement une autre université à Tampa Bay. Mais voilà, j'ai eu un appel de l'Europe finalement, d'un mec qui avait entendu parler de moi et qui m'a offert justement de ses services pour m'aider à atteindre mon rêve. Et c'est là où est-ce que j'ai dit, bah, écoute, je vais faire ce sacrifice-là, je vais mettre mon rêve américain, the American Dream de côté pour aller chercher vraiment mon rêve à moi. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au Portugal à l'âge de mes 18 ans. Mais le concept de showcase, ça permet au club en fait de réduire le nombre de pertes de bons joueurs parce qu'en France, ce qu'on connaît, c'est les essais, c'est 1 ou 2 jours. Et si t'es pas bon, bah t'es directement pas conservé. Et il y a plein de bons Ok. clubs, il y a plein de bons clubs qui ont loupé des gros joueurs parce que au moment de l'essai, ils étaient pas bons, ils étaient pas en forme, etc. Alors que toi, du coup, si c'est une semaine, forcément, le joueur a plus de temps de prendre ses marques, etc. Et de se sentir à l'aise et de mieux jouer du coup. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça, quand tu as des effets de une semaine ou deux, c'est bénéfique parce que on peut voir une certaine progression aussi. Je pense que ça permet aux recruteurs et des yeux extérieurs d'être en mesure de voir la marge de progression du jour un au dernier jour, justement, de la présence du joueur. Et le joueur est en mesure aussi d'avoir un petit temps d'adaptation quand même. Tu vois. Comment tu analyses le style de jeu sur le terrain là, nord-américain? Ça nous paraît comme ça plus athlétique. Ouais, ben, tu l'as dit. Athlétique, physique, athlétique. Donc, c'est sûr, à chaque fois que je venais dans un nouveau club ou dans des essais, et qu'on me demandait mon âge, ils me disaient, merde, comment tu fais pour avoir des fans qui te dépassent et tout déjà? On dirait trop d'arbres, le mec. À ton âge, c'est pas possible. Et je leur disais tout simplement, bah, écoute, exemple des courses en montagne, pour moi, c'est de l'eau, tu vois. On faisait ça déjà. La musculation, moi, j'adore. C'est pas pour gagner du muscle, mais tout simplement de l'entretien. J'aimais ça, j'avais des exercices que j'avais déjà une routine. Donc, c'est vrai, le physique, on met beaucoup d'importance sur les capacités physiques et athlétiques. Donc, c'est sûr, ça va refléter sur le jeu et l'identité nord-américaine. Après ça, il y a la technique aussi, on va pas se mentir aussi. Je pense que tu connais des joueurs de la région de Montréal, justement. Les gars sont techniques. Tu vois. Euh, mais après ça, c'est vrai, au sens tactique, on, on va être, on va dire, dans nos premières années, un peu en arrière, via ceux qui sont en Europe ou un peu à l'extérieur de l'Amérique du Nord, tout simplement. Pourquoi? À cause de ça. Donc là où vous priorisez la tactique, nous, on va prioriser le physique et le côté athlétique. Mais après ça, c'est après qu'on se dit, ben, là, c'est là où est-ce qu'on va commencer à mettre la tactique un peu plus en avant, tout simplement. Donc, c'est juste un schéma qui va, on va dire d'une certaine façon, de, dans, une dans une direction comparativement à une autre. Donc, en Europe, on commence par la tactique et ensuite, on travaille le corps, alors que nous, on travaille le corps et ensuite, on va travailler la tactique. Tu vois. Mais à un certain moment, la beauté de ça, c'est qu'on arrive à se joindre, tu vois, en plein milieu. Et c'est pour ça que je suis en mesure de vivre ici. Tu vois, parce que si j'étais pas en mesure de faire ça, si j'avais pas une tête aussi, ben, laisse tomber. Au début, j'aurais pas été en mesure de faire, j'aurais pas été en mesure de m'habituer à différents championnats parce que championnat
déjà au niveau du pays, donc au niveau de la philosophie de football, mais aussi au niveau des divisions, tu vois. Chaque année, chaque saison, je fais que monter en grade. Donc, je pense que je me dis, ben, c'est une preuve que nous aussi, les Nord-Américains ou les Antillais, à cause des origines de mes parents, on a une tête aussi, on est en mesure de faire tout autant, voire même plus. Tu parlais juste avant de ton envol vers le Portugal, mais est-ce que il y a des proches à toi à ce moment-là qui te poussent à ne pas partir, rester au Canada et vivre ton rêve américain comme tu l'as dit juste avant? Non, tu vois. C'est pour ça que j'ai été vraiment chanceux. J'ai vraiment merci au Seigneur que j'ai une famille qui m'a toujours supporté et qui me pousse jusqu'à aujourd'hui, qui me pousse et qui m'appelle presque à tous les jours pour savoir de mes nouvelles, comment ça a été, pour me donner un certain support que je ne reçois pas de plusieurs d'entre vous. Il y avait justement vos parents ou au moins des amis et frères et sœurs qui sont présents avec vous sur le sol où vous êtes. Je veux dire, j'étais en mesure de faire 5 ans sans les voir. Tu vois. J'ai fait 5 ans sans retourner au Canada. Moi, à chaque fois que j'en parle, les gens sont choqués. Euh, j'ai l'impression que les gens ont tendance à minimiser le sacrifice ou de réaliser le sacrifice que je suis en train de faire, quoi. Le jour, à chaque journée, que je retourne pas voir les miens, c'est un sacrifice, quoi. Donc, au niveau, exemple, lors de l'année du Covid, je voulais retourner parce que ma mère avait le Covid et elle était vraiment mal. Ah, donc, des plaies commençaient, etc. Je sais qu'elle aime pas que j'en parle, mais moi, ça m'a touché et je veux que ça soit clair pour tout le monde. Ma mère est en train de souffrir. Et moi, j'étais à l'autre bout de la planète. Et je disais, la merde, il faut que je revienne. J'ai demandé à mon club. Et mon club m'a dit, ben, on a peur que une fois que tu arrives là-bas, tu seras plus en mesure de retourner. Tu vois. Et j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère et mes parents. Ils m'ont dit, non, tu restes là-bas. Tes fesses restent en Europe. Tu fais ce que tu as à faire. Tout ira bien ici. Donc, voilà. Ils m'ont toujours poussé. Avant de passer du coup au long chapitre portugais, rappelle-nous ton poste exact, ton style de jeu, ton rôle sur le terrain. Ok, ben, mon poste principal, c'est attaquant Axel, hein, attaquant en pointe. Ouais. Mon style de jeu, est-ce que les gars sont trop jeunes pour s'en rappeler? Didier Drogba, c'est mon style de jeu. Quand même. Euh, ouais, ok, ok. Donc voilà, c'est mon style de jeu. Et puis la rapidité, j'ai envie de dire, un peu comme un léopard, un peu à la Aubameyang, tu vois. C'est un attaquant qui, oui, qui est en mesure, on va dire, de décrocher quelquefois, mais c'est un attaquant libre. Il fatigue les défenseurs, tu vois. Il se faufile entre la ligne défensive. Des fois, il va sur le côté du défenseur central, gauche. Il va sur la droite. Il va même jusqu'au côté. Moi, je suis un attaquant comme ça et c'est comme ça que je suis en mesure de marquer mes buts, de créer des situations aussi pour mes autres joueurs parce que moi, c'est ce que j'adore de mon poste, c'est que j'arrive à courir pour les autres, tu vois. Donc, des fois, j'ai même pas touché le ballon, mais parce que j'ai décroché d'une certaine manière, où j'ai décidé de rester sur place, ça a créé une ouverture et on a trouvé la mèche et on marque un but, tu vois. Donc, moi, c'est mon style de jeu. Je suis un attaquant qui aime marquer, certes, mais qui aime faire jouer. Je suis comme ça. Voilà. Et donc en 2018, tu arrives sur le vieux continent en Europe pour un long chapitre portugais, mais tu ne sais pas encore qu'il va être long puisque pour la première saison 2018-2019, pardon, tu poses tes valises sur le sol portugais du côté de Mem Martins, non loin de Ouais. Lisbonne, sans trop d'argent, sans parler la langue. Raconte-nous à peu près tes premières semaines là-bas. Oh man. C'était. Ouh. C'était. C'était bien parce que le monsieur qui m'avait amené, Simon Mendes, euh, il était bien, tu vois, il était carré dans ses affaires, tranquille. Donc, il n'y avait rien à dire par rapport à ça. C'est juste que la langue était très dure au départ. Et j'avais l'impression que les gens parlaient à l'intérieur de leur gorge et tout. Donc, ouais, ouais.
Mais on se le cache pas, tout le monde pense la même chose, même les Portugais ils le disent, donc voilà, ils mâchent leurs mots. Donc c'était très dur. Mais après ça, je me démerdais parce que je parlais quand même anglais. Et Dieu merci, il y avait des gens qui parlaient un peu anglais là-bas. Mon coach là-bas, coach Fernando, il parlait un peu anglais, tu vois, un peu anglais yaourt. Il dit ici. Ouais, ouais. Mais c'est un anglais, tu vois, c'est un anglais pareil. Donc on se comprenait. Comme je t'ai dit, le foot, c'est une langue. Dès qu'on parle foot, on parle ballon rond, ça va. Donc voilà. Et par la suite, ben, c'est là où est-ce que j'ai fait quelques clubs entre-temps. Euh, D'ailleurs aussi, c'est drôle parce que j'étais en mesure de jouer mon premier match euh, en sélection haïtienne avant de jouer un match en championnat là-bas. Donc c'est une petite anecdote assez drôle, mais c'était juste une question de timing et au niveau du traitement des dossiers, etc. Mais sinon, j'ai fait une bonne saison là-bas, on s'est maintenu. Euh, Ils voulaient me garder, mais moi j'avais un autre objectif, c'était aller plus haut. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, à toutes les années, j'ai monté de niveau jusqu'en troisième division là-bas, donc en national, le niveau de la nationale 1 ici en France. Donc, voilà, je Euh, suis venu en France il y a quelques mois. Voilà. on reparlera du chapitre haïtien un petit peu plus tard. Mais si on se trompe pas, du coup, en fait, quand tu arrives au Portugal, dès tes premières semaines, si on a bien lu ton document, tu te retrouves sans domicile fixe à cause d'un agent. Parle-nous un peu de cet épisode qui a dû être très dur pour toi. Et surtout, est-ce que à cette époque-là, ta famille, elle était au courant? Est-ce elle pouvait t'apporter une quelconque aide, etc. Euh, Personne n'était au courant. Personne. Voilà. Personne n'était au courant. Ça fait encore quelque chose, tu vois, même quand j'y pense, ça me fait encore quelque chose parce que j'ai vraiment souffert. Et j'ai compris la souffrance de certains joueurs qui viennent de l'extérieur et qui arrivent quelque part et qui n'ont rien. Parce qu'à un certain moment, j'avais vraiment rien. Euh, Juste comme ça, pendant un certain temps, il fallait que je dorme sous un pont. Euh, je faisais ma petite toilette au McDo. Et là-bas, il y avait des McDo qui étaient ouverts 24 heures sur 24. Donc, quand j'avais un petit moment, j'arrivais à me profiler, je faisais ma petite toilette de chat et j'allais à des entraînements où j'attendais le temps passer jusqu'à ce qu'il y ait vraiment quelqu'un qui arrive à m'aider à me sortir de cette merde-là. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Euh, on m'a dit peut-être que je devrais écrire un livre à un certain moment sur ça, mais c'est une partie de moi que je voudrais quand même oublier. Mais je tiens quand même à mentionner que personne n'est à l'abri de ça. C'est pas parce que je sors d'un pays que normalement n'est pas vu en tant que pays en ment, si je peux dire comme ça, mais on n'est que des êtres humains. Tu vois. Face à cette situation-là, on est tous vulnérables. J'ai décidé de rien dire à mes parents durant ce temps-là parce que je ne voulais pas les inquiéter. Je savais très bien au moment où je faisais cet appel, ils allaient, comme on dit en anglais, ship my ass back to Canada. Donc, en gros, ils auraient pris mes fesses et ils auraient dit tu retournes au Canada assez rapidement. Quoi. Et j'aurais pu dire adieu à l'Europe et que je pourrais plus jamais remettre le pied là-bas. Et c'est pas ça que je voulais. Je me suis dit, écoute, s'il y a des joueurs que j'admire qui sont en mesure de passer au travers, eh ben moi aussi je peux passer au travers. Quoi. Donc voilà, après ça c'est une question de détermination. Je pense que ma détermination aujourd'hui a été euh, résumée, a été enclenchée encore plus, enfermée à cause de ça, à cause de cette expérience-là. Je souhaite à personne et voilà. Donc, non, je le souhaite tout simplement à personne parce que c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui sont en mesure de vivre comme ça parce que c'est un choix, mais quand c'est pas ton choix à toi, ça fait très mal et tu sais pas vers qui te tourner. En plus, moi, j'étais dans un pays où je parlais pas trop la langue, donc seul, j'ai pas de famille en Europe, c'était très dur.
Bon, dernier petit truc avant qu'on passe à autre chose. Euh, du coup, cette période-là, elle a duré combien de temps environ? Et comment tu as réussi à t'en sortir derrière? Cette période s'est passée, on va dire, pendant quelques semaines. Euh, j'ai envie de dire presque un mois. Et c'est là où est-ce que on a été en mesure de me prendre. Le mec, il savait même pas. Euh, il m'a emmené quelque part chez quelqu'un qui avait confiance. Et c'est là où est-ce que, bon, tout semblait aller pour le mieux. Sauf que les horreurs ont recommencé quelques semaines après. Par exemple, je sortais de mon entraînement, j'étais à Melting, mais j'étais à Massama. Ouais, c'était à Massama. À 45 minutes quand même de marche entre la station de train pour aller à l'entraînement et là où j'étais. Tu vois. Donc, quand il pleuvait, à 45 minutes sous la pluie, une mi-temps sur la pluie forte portugaise, genre l'hiver, je me dire, tu as envie de prendre une douche bien chaude à arriver chez toi, tu vois. Mais même ça, j'avais plus le droit. Alors que mes parents envoyaient des sommes conséquentes à ces personnes, tu vois, pour prendre soin de moi. Dis-toi, on va dire 1000 ou 1500 euros au Portugal, t'es riche. Hein. Ah oui, oui, effectivement, oui. Parce que là, pour le coup, le SMIC, c'est pas du tout les mêmes bases qu'en France, hein. C'est C'est pas deux du fois tout les moins. mêmes C'est deux bases. fois moins, hein, environ. Donc, tu me dis que mes parents envoient ces sommes-là et que même l'eau chaude, tu ne veux pas donner à ton enfant. La nourriture, ben, à une certaine heure, parce que mes entraînements étaient le soir, ben, je rentrais, on va dire, vers 11 heures, donc à 23 heures. Et le propriétaire de l'appartement ben, barrait justement la porte de la cuisine. Donc, j'avais pas accès à la nourriture. Pendant des mois, ça a été comme ça. Je perdais du poids. Euh, écoute, j'ai jamais pesé 75 kilos. Tu mais là, c'était devenu normal à cause de cette condition-là. Moi, mon poids de santé, là, on va dire, De forme. c'est. Ouais, de forme, merci. C'est 84,5 kilos. Tu vois. Ah oui. J'étais comme as, là. Tu vois. Et mes parents, ils commençaient à voir un peu que je changeais. Ils me disaient, ah, t'as maigri et tout ça. Et je leur disais, non, non, c'est à cause de la caméra, tout ça et tout. Mais j'avais salement maigri. Euh, on va dire la literie ou le lit sur lequel que je dormais, ben, il était pourri, il était moisi, il y avait des trous partout, du verre et tout ce que tu veux. Euh, et puis l'humidité, tout le monde sait au Portugal, les maisons sont très mal isolées, tu vois. Les anciens appartements, ben, moi, je dormais par terre, alors que le propriétaire, ben, l'argent que mes parents envoyaient, ah, ils s'achetaient justement des meubles, des habits pour ses enfants, c'était là. Et eux, ils avaient chauffage, ils dormaient pas sur le sol, ils avaient vraiment un nouveau lit. Ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient dans le frigo. Des fois même, il y avait un peu de nourriture que j'arrivais à prendre et mettre dans le frigo. Et ben, c'est eux qui le mangeaient, tu vois. Donc, du coup, j'avais plus rien à manger. J'ai vraiment souffert. J'ai vraiment souffert. Je parle de moi parce qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient là aussi. Mais aujourd'hui, je vais parler que de moi. Ça a été difficile. Et c'est là où est-ce que le monsieur sent, même qu'on lui dise de rien, ben, souvent, il m'a parlé, il m'a dit, c'est quoi, il y a un autre appartement, tout ça, plus proche de ton club actuel. Est-ce que ça t'intéresserait? J'ai dit oui, tout de suite. J'ai dit tout de suite. Je parlais avec deux autres joueurs, gros appartement, tout ça et tout, qui était à la hauteur du montant d'argent que nos parents envoyaient. Euh, on avait de la nourriture à bonne essence, à volonté, de l'eau chaude, de l'électricité aussi. Vraiment, on était bien. J'étais tellement bien que là, je commençais à prendre un peu plus de poids. Donc, je tombais moins souvent malade. Et aussi, j'étais en mesure de me trouver un autre tas.
juste à côté. Tu vois. Voilà, là, je me dis, OK, je suis dans des bonnes conditions, je suis en sécurité, voilà. Avec le foot, ça se passe bien. Maintenant, j'essaie de build, on va dire, un peu mes finances, tu vois. Parce que mes parents m'ont toujours dit, oui, le sport, c'est bien, mais il faut toujours regarder sur le côté. Euh, Autant que j'étais en train de travailler mon CV footballistique, ben, je travaille aussi mon CV professionnel. Et du coup, tu nous parlais que ta saison se passait plutôt bien. Est-ce que tu peux un peu contextualiser dans quelle division tu jouais et tes performances, à quelle hauteur tu jouais? Dans ce temps-là, je jouais en distrital. Donc, là, ça va être chirurgical. Mais en gros, en général, puisque j'étais dans la région de Lisbonne, tu avais une première division de distrital et une deuxième division de distrital. Alors que dans les autres régions, ben, tu n'avais pas ça. Nous, on avait ça à cause du bassin d'équipes et de joueurs de qualité qu'on avait. Mais c'était, on va dire, vas-y, presque égal à la quatrième, voire un peu entre quatrième et cinquième division pour ma première année. Par la suite, j'ai monté en grade, donc je me suis retrouvé avec un club de quatrième division. Et après une saison très, très satisfaisante, c'est là où est-ce que j'ai commencé à me faire un nom et me faire remarquer par des clubs de CNS, donc de National Ligue portugaise, en troisième division là-bas. Donc, je rencontre un agent là-bas parce que mon tuteur, il me dit, écoute, je suis pas agent, je peux t'aider, oui, mais à un certain moment, il faut que tu trouves un vrai représentant. Donc, je trouve quelqu'un, on s'assoit, on parle, ça a l'air de bien se passer. Donc, j'ai dit, OK. Et il m'envoie justement dans un club à, dans le nord, j'ai oublié le nom. Non, Macedo de Cavaleiros. Donc, c'est vraiment dans le nord. Nord-Est, Proche de... bien. Ouais, voilà. Ah, tu connais, ok, Ouais, ouais. connaisseur, ok, ok. Un peu, un peu. Ok, donc, toi, je vais là-bas et tout se passe bien. Quand je te dis, je fais du sale sur le terrain, je fais du sale, tu vois. Je suis en train de, genre, même l'attaquant en pointe principal, tu vois, était, on va dire, un peu intimidé. Parce que là, il commençait à m'envoyer des petites pointes, tu vois. Euh, et puis moi, la compétition, on va dire, je mange ça, tu vois, j'aime ça, j'aime ce petit jeu-là. Mais toujours dans le respect, bien sûr, toujours dans le respect, toujours avec le respect. Mais Concurrence saine, c'est important. Hmm. ouais, ouais, voilà. Mais voilà, donc je faisais ma place et le coach, il a aimé, le président aussi. Et là, dinguerie se passe. Je suis à l'hôtel, mon agent avait fait le voyage. Euh, et là, on me dit, bon, euh, le directeur sportif, c'est mon agent là, qui me parle. Il me dit, bon, Jeffrey, le directeur sportif m'a dit, demain, il va te parler. Tu ne signes rien, hein. Tu signes rien. Autant que je ne le vois pas, tu signes rien. Je dis, oui, ok, pas de problème. Donc, je raccroche, tout ça. Moi, j'appelle mes parents, je leur dis, écoutez, ça y est, je vais signer en troisième division portugaise, let's go, tu vois. Et là, le lendemain arrive, après l'entraînement, on me dit, ben, Jeffrey, tu peux passer au bureau, s'il te plaît? Je dis, OK, mais je vois pas mon agent. Donc là, je vois le président avec le directeur sportif qui sont en train de me faire la visite des locaux. Il me fait la visite aussi du membre du staff, etc. Il m'installe des trophées jusqu'à son bureau. Et là, je vois un stylo et une feuille. Et là, je me dis, c'est quoi ce délire, ça? Et je me dis, wow, bon, ok. Il me dit, vas-y, assieds-toi, je m'assois. Et il parle, il me dit, ton représentant actuel, là, c'est ton représentant. Je lui dis, ben, c'est mon représentant. Il fait, écoute, nous, on a un deal. Et là, j'ai fait, attends, c'est quoi le deal? C'est quoi l'offre là que vous essayez de me faire? Moi, à la base, moi, j'étais juste là pour jouer, montrer mes capacités. Si vous me vouliez, on signe, je suis là pour la prochaine saison, il n'y a pas de problème, tu vois.
Là, vous êtes en train de me parler en mode mafioso, tu vois, le parrain et tout. Moi j'aime pas ça, tu vois. Moi, je stresse. En On plus, s'est je suis arrangé tout à seul. l'amiable. Bah ouais, en plus, il y a trois mecs, tu vois. T'as le président en plein milieu, le directeur sportif à sa droite, et à gauche, ben, je pense que c'était l'un des investisseurs, tu vois, importants du club, Mettre la avec ses pression un peu. lunettes et tout. Ouais, ouais, ouais. Et là, ensuite, il me dit, écoute, Jeffrey, en gros, il me proposait de lâcher mon agent pour que je signe avec l'agence qui est on va dire, en collaboration avec eux, que ce soit eux qui me représentent et que c'est eux, en gros, qui vont toucher le gros pactole si je me fais transférer éventuellement. Mais, euh, mais le contrat sur la table, c'était tu touchais un salaire, tu avais des avantages, etc. Il te proposait une bonne contrepartie si tu lâchais ton agent quand même. Écoute, c'est là où tu devais jouer entre soit l'argent, soit ta dignité, tu vois, et surtout ton image. Et là, tu vois, moi, je me gratte le menton, j'avais pas encore toute cette barbe-là à l'époque. Et là, je me dis, écoutez, faut parler avec lui, tu vois. Genre, faut lui donner au moins la chance de s'exprimer, tu vois. Et moi, je serai en mesure, voilà, de voir qu'est-ce qui se passe entre les deux et prendre la meilleure décision à partir de là. Il me dit, OK, tu sais, si tu veux jouer avec nous, il va falloir que tu signes ce deal-là. Et là, je dis, OK, ouais, c'est bon, il y a un match en concours le lendemain, t'arrives, je marque un but, je fais une assist, on gagne contre Villarreal, euh, ouais, c'est ça, Villarreal là-bas, un match en concours, tout le monde se dit, waouh, qu'est-ce et pas, est-ce que des gars, t'as muito, t'as muito pas, joga muito pas, genre, est-ce que des gars, joga muito pas. Donc, en gros, Il est bon, il c'est est bon, il est traduction, bon. ouais, il est bon, tu vois, ce noir-là, il est bon, tu vois. Et finalement, il y a même des gens de l'autre équipe adverse qui est venu me voir pour prendre mon contact, etc., pour voir s'ils seront en mesure de me signer éventuellement. Et là, moi, j'arrive, je vois mon agent qui est à la porte. Et là, je vois le président qui voit que mon agent est là, mais il va pas le voir, tu vois. Il va se faufiler rapidement dans les vestiaires, genre, tu vois, en mode, Hmm. faut pas qu'il me voit. En loose day. Là, ouais, moi, je trouve ça bizarre. Je me dis, mais what the hell is going on? Et là, j'ai vite compris que soit ils se sont parlé et ça a pété, ou soit que, Ils se sont pas parlé du tout. ouais, ils se Soit sont ils pas sont pas parlé du parlé. tout, tu vois, et ça. Donc là, finalement, j'arrive à l'hôtel et c'était la dernière soirée avant qu'on prenne l'émission et que je parte. Et là, mon agent, il me dit, OK, je dois faire d'autres commissions. Je reviens genre dans une heure, tu vois. Au moment que mon agent est parti, moi, je te jure, j'étais comme dans un film d'action. Ok. Au moment qu'il est parti, je reçois un appel téléphonique. Je dis, oui, allô? Et là, qui j'entends? Le président avec le directeur sportif. Il me dit, ouais, on a vu ton agent, il vient de partir, là, il vient de démarrer. Tu peux venir nous rencontrer dans la salle de séjour là, de l'hôtel? Et genre, attends. Et là, je regarde dehors, tu vois, et là, je les vois dans une voiture, tu vois, mais de l'autre côté. Et là, ils descendent et tout, et je me dis, putain, moi, je commence à flipper, tu vois, je me dis, je vais me faire kidnapper et tout, là, là. Genre, ça va être Arménie numéro 2. Ça, c'est une autre anecdote que je pourrais te raconter éventuellement, parce que c'est une dinguerie là-bas, bref. Et Attends, là, je descends. en Arménie, t'as dit? Ouais, j'avais fait des essais pour signer Ok, en ok. professionnel là-bas en Arménie. C'était quand? C'était, je pense que c'était en 2021, Ah, ok. 2019-2021, Bah, ouais. tu nous le rediras au moment voulu quand on arrivera là-bas. Ouais, ouais. Et du coup, bon, je fais mes affaires et tout, je descends parce que je suis pressé un peu. Et là, je les vois, je m'assois. Et là, ils me disent, bon, du coup, t'as réfléchi, tu signes ou pas? Et je dis, mais vous avez parlé avec mon agent?
Et là, t'en as un qui s'est énervé, il a dit, moi, je parle pas avec des gens comme ça. Moi, je te le dis déjà. Ton agent, là, ton agent, ton faux agent, et, etc. Bla, bla. Moi, je suis pas dans ces conneries-là. Moi, je travaille seul et tout. Là, là. Et là, je vois juste, je pense que l'investisseur, il se lève, il enlève ses lunettes, il me fait comprendre que vraiment, c'est lui le big boss et que il me veut vraiment, tu vois. Il veut faire des choses merveilleuses avec moi, sauf que il faut que je le lâche. Tu vois. Finalement, je gagne un peu de temps, mon agent revient, il voit, il se dit, what the fuck is going on? Et bah, on s'assoit tous les cinq, hein, et il est vraiment pas content. Et finalement, on ne signera pas ce contrat-là. Parce que moi, je suis un homme de parole, et on s'était mis déjà en accord que s'il y avait quelque chose qui voulait se mettre entre nous deux, il fallait qu'on soit tous les deux d'accord pour être en mesure de se séparer de la bonne manière. Tu vois. Mais pas des magouilles comme ça, tu vois. Et déjà, ça puait trop, tu vois. Et puis l'année d'après, ben, la même saison, ils sont relégués et tout. Donc, je me suis dit, Au ben, final, faites t'as une bien bonne fait. décision. Ouais, exact. On va revenir du coup sur ton passage où tu as joué pour ton pays, Haïti. C'est tes premières sections donc avec ton pays d'origine en équipe U20. Déjà, Ouais. dis-nous comment tu as été contacté et puis comment tu as réagi à l'annonce de cette grande nouvelle. À l'annonce de cette grande nouvelle, bah, j'étais hyper content. Hein. J'étais en train d'écouter la radio Total Mix, une radio que j'ai écoutée pendant pas mal d'années depuis le Canada. C'est une radio haïtienne en gros. Et là, il donnait tout simplement la liste en vue de la qualification des prochains, de la prochaine Coupe du Monde des U20, tu vois, en Pologne, en 2019. Et voilà, j'écoute et tout, et là, j'entends mon nom. Là, je me suis dit, non, attends, il y a il y a des pierres, tu vois, il y a 10 millions de pierres en Haïti, ça va. Et là, j'entends Mac, Jeffrey, Pierre. Là, je me dis, non, mais c'est moi, genre. Tu sais que si je vais sur Google, il n'y a que moi, tu vois. Donc, je regarde tout ça, je vérifie. Et finalement, on envoie la liste officielle et je vois mon nom qui est. Je suis hyper content. Je dis à mon tuteur, ouais, Mendez, écoute, on m'a appelé, il était hyper heureux pour moi. J'appelle mes parents. Donc, voilà, tout se fait à distance parce que j'avais pas encore mon passeport haïtien. Donc, voilà, tu vois. Donc, tout a été fait par distance, donc par passe, etc. Et ils ont été en mesure de faire le nécessaire pour que je sois en mesure d'avoir mon passeport pour être en mesure de jouer le premier match officiel avec la sélection. Voilà. Et en parlant du premier match, quelle sensation, oula, quelle sensation t'as eu lors de l'hymne, quand t'avais les équipements, etc. Ah, man, c'est un sentiment qui me manque. C'est un sentiment qui me manque. C'est beau, tu as vraiment le sentiment d'appartenance, tu vois. Que ça aurait été pour le Canada ou c'est pour Haïti, tu as ce sentiment d'appartenance-là, tu vois. Tu portes les couleurs, tu portes le blason, et surtout quand tu connais les paroles, bah, ça rajoute quelque chose en plus, tu vois. Moi, j'ai ressenti un peu, je sais pas, le vent ou le souffle de tous les autres joueurs qui ont porté ce maillot, tu vois, avant moi. Et d'ailleurs, c'était plutôt cool parce que après ça, dans le même match, je marque le but de la victoire et tout. Donc là, j'étais aux anges. C'était un bon début. Et je me disais vraiment qu'à partir de là, je suis sur la bonne lancée, je suis sur le bon chemin pour atteindre mon rêve. Voilà. Comme on le disait, du coup, fin novembre 2018, tu as la chance de pouvoir disputer le championnat U20 de la CONCACAF aux États-Unis, donc l'équivalent de l'Euro Espoir en Europe, à titre de comparaison, mais Ouais. pour l'Amérique du Nord et la Caraïbe. Donc tu as joué contre Sainte-Lucie, tu nous le dis, voilà, tu as marqué, c'est ton premier match, le Costa Rica et la Barbade. Qu'est-ce que tu as pensé du niveau de ces équipes-là? Euh, on va dire le Costa Rica, on était pas mal égal, je trouvais. Euh, donc on aurait pu facilement rivaliser soit contre le Canada ou je dis ça avec toute humilité quand même. Hein. Les États-Unis aussi. On aurait pu les choquer. Tu vois. C'est juste le Mexique qui était vraiment
supérieur. Il y avait rien à voir. Mais sinon, les grandes nations comme ça, du côté nord-américain, on était bien. Par la suite, Barbade nous ont donné un bon challenge quand même si on a été en mesure d'avoir une victoire assez convaincante. 4-0, il me Après ça, on semble, avait, de mémoire. ouais, voilà. Après ça, on avait de bons joueurs aussi, donc je pense que ça pesait pour. Et puis Sainte-Lucie m'a étonné. Franchement, on s'en attendait vraiment pas. On se disait, vas-y, euh, peut-être ils vont peut-être s'écraser un peu ou courber un peu le dos en face de nous, tu vois, parce qu'on a quand même de meilleurs parcours footballistiques qu'eux, et c'est normal. Mais finalement, ils nous ont imposé vraiment un bon jeu, très physique aussi, parce que nous, on était en mode, on va bouger le ballon, tu vois. Et dès qu'ils nous ont proposé un jeu physique, laisse-moi te dire, décalage horaire et tout, alors, on n'était pas sur ça. Donc, laisse-moi te dire qu'on a été en mesure de marquer le premier but, on a dit, OK, structure, bloc bas, et puis voilà, on n'a plus jamais On bougé. verrouille. Ouais, ouais, ouais. Le bus, tu vois. On met l'autobus et puis voilà. Ouais. Et dans ton équipe, tu disais que tu avais des bons joueurs qu'on connaît ici en France. Daniel Jean-Jacques, donc ancien Ligue 1 qui est en MLS aussi, il a joué à Metz. Ou Danny Ouais. Jean, formé à Strasbourg, qui a aussi joué en Ligue 1 ou en Ligue 2. Qu'est-ce que tu pensais d'eux à l'époque, même s'ils étaient plus jeunes que toi, est-ce qu'ils incarnent le futur de la sélection haïtienne? Ouais, facile. Ouais, je te dis, on était une bonne génération, hein. Notre génération, je pense qu'elle se faufile n'importe où, tu vois. Partout dans le monde, pas n'importe où, dans n'importe quelle sélection. Je pense que c'est juste une question de temps euh, et de circonstances, tout simplement. Parce que je sais que la sélection m'a appelé aussi. Il est censé jouer, exemple, le match contre l'Azerbaïdjan. Euh, mais pour des raisons extrasportives, on a dû le décaler tout simplement une prochaine fois. Donc, c'est pour ça que je dis c'est juste une question de circonstances et question de temps. Sinon, je pense qu'ils reflètent pas mal leur expérience, les joueurs qui sont au jour d'aujourd'hui. Euh, Je suis vraiment pas étonné. Pour moi, je me disais enfin. Tu viens de dire que t'aurais dû jouer pour la section 1 ou j'ai mal compris? Ouais, ouais, exact. J'étais Ok. censé jouer. Et c'était quand ça? C'était, je pense, il y a 2 ou 3 jours là. Ah Ah ouais. d'accord, donc tu penses qu'au prochain rassemblement, ça sera bon pour toi? Je pense que oui, si les conditions sont rassemblées, ce serait possible, oui. Ok. Et sans indiscrétion, c'était quoi? Enfin, c'est quoi le paramètre qui a fait que t'as pas pu jouer? Ah, ça, par contre, je préfère tout Ok, y a simplement pas de souci. le garder Y a pas de souci, y a pas de pour souci. moi. Mais voilà, si je peux dire quelque chose en général, c'est tout simplement au côté administratif. Ok, ok, y a pas de problème. Du coup, pour revenir sur ce tournoi-là, malheureusement, la défaite contre le Costa Rica elle vous a été fatale. Vous avez perdu petit score 1-0 contre eux et malheureusement, voilà, ils ont fini premier. C'était que le premier qui passait au tour suivant. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui vous a manqué pour aller plus loin? Ah, moi, je suis un joueur, hein, les gars. Et je sais très bien que en tant que joueur, il y a des frustrations sur un certain point. Tout dépendamment comment aussi l'arbitre va jouer le match. Je cherche pas d'excuses, tu vois. Mais je pense que ça a quand même pesé sur le résultat à un certain moment, dans des moments clés que ça aurait pu vraiment changer la donne, et qu'il a pris une décision que je respecte, tu vois, mais qui a eu néanmoins un impact tout de même sur le déroulement de la rencontre, parce que même les esprits commençaient à s'échauffer de part et d'autre. Donc voilà, ça commençait à se parler en espagnol d'un côté, en créole de l'autre. Moi, je parlais portugais un peu, tu vois, j'avais appris quelques Ça se mots, donc je comprenais ressent ce qu'ils dans tes disaient. petits noms Euh, d'oiseaux. voilà. Donc voilà, mais après ça, c'est vrai qu'il y a eu quand même 2 ou 3 occasions qu'on aurait dû capitaliser là-dessus. Et malgré ce que on pourrait dire par rapport à l'arbitrage, ben,
on aurait été en mesure de passer si on avait capitalisé, tout simplement. Donc, c'est une question de capitalisation sur les occasions qui a fait en sorte qu'on n'a pas été en mesure de passer. Ils ont eu une occasion franche et ils l'ont prise. Et c'est ça qui a payé. Voilà. Et pour revenir sur la Fédé haïtienne en général, est-ce que pour toi le foot se développe? Est-ce que tu vois un bel avenir pour Haïti dans le football? Et même pourquoi pas une qualif en Coupe du Monde d'ici quelques années? Euh, En ce moment, c'est vrai que le pays est très en dessous dessous, on va dire, en ce moment. Euh, Tout le monde le sait, hein. Comme j'ai dit, je suis qu'un joueur, les gars. Je ne veux pas rentrer dans la politique, Mais mais on peut pas se taire sur ce qui se passe on actuellement ne peut pas se en taire. Haïti, Voilà. On ne peut bien pas sûr, fermer les yeux sur ce qui se passe en ce bien sûr. moment. Donc, les gangs, etc., les histoires qu'on entend tous les jours. Président Jovenel qui a été assassiné à son domicile, donc ce qui fait en sorte qu'on ne sait plus qui dirige vraiment quoi. Donc, ce qui fait en sorte que c'est un peu compliqué. Tout ce que je souhaite au jour d'aujourd'hui, euh, c'est vraiment que le pays arrive à renaître de quelconque manière. Tu vois. Renaître qui est une structure, qui est quelqu'un ou un groupe de gens qui sont en mesure voilà, de répondre à la demande du moment du pays. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça, sinon on va perdre notre communauté tout simplement. Et ça serait triste. Une communauté qu'on avait l'habitude d'appeler la perle des Antilles, qui a été souvent dans les années précédentes convoitée par des grandes puissances, etc. Parce qu'on a quelque chose de riche quand même là-bas. Il y a quelque chose qui est attirant. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il nous rend unique. Et ce serait dommage de la perdre dans un chaos comme ça. Donc j'envoie mes prières, j'envoie force. Dès que je peux faire quelque chose, j'essaye de faire de quoi. Mais sinon, je ne suis pas un super-héros non plus. Et voilà. Et est-ce que pour toi la situation politique, comme tu l'as dit, assez difficile du pays, soude la population derrière son équipe nationale? Est-ce que ils sont vraiment un porte-drapeau du pays et qui rend fier euh, la population? Euh, je ne veux pas nécessairement parler par rapport aux actions de mes compatriotes, mais je sais, et je sais très bien que dans leur cœur aussi, ils font tout ce qu'ils peuvent. Euh, la moindre petite chose qu'ils peuvent faire, bien sûr, ils vont le faire. Euh, Parce que les Haïtiens, on est comme ça à la base. Donc, l'union fait la force, c'est notre devise, c'est la devise du pays. Donc, dès qu'on a besoin de tenir, on essaie de le faire, mais après ça, il faut des moyens, etc. Il y a une certaine coordination et logistique qui doit être placée derrière. C'est pas donné à tous, tout le monde le sait. Et est-ce que, on va dire, les circonstances sont bien alignées pour être en mesure de faire quelque chose sur le moment, exemple, au jour d'aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est pour ça que je sais très bien que tout le monde pense à la même chose et moi, de petites choses qu'ils peuvent faire, ils vont le faire. Tu vois. Donc, c'est ça, c'est tout ce que je peux dire. Et moi, j'envoie l'amour que j'ai, moindre petite chose que je peux envoyer, ouais, etc. Je fais, mais Voilà, nous aussi, pas plus que ça. Quoi. Voilà. on souhaite pour vous que ça s'arrange et que ça aille beaucoup mieux pour votre peuple. Mais C'est pour ça qu'on utilise le foot. comment? Voilà, la victoire. C'est pour ça qu'on utilise le foot aussi pour redonner un peu le sourire aux gens C'est sûr, là-bas. Tu vois. c'est sûr. Le foot, ça a toujours été politisé de toute façon. Ouais. Pour revenir du coup au terrain, est-ce que toi, tu connaîtrais le nom de petites pépites haïtiennes encore peu connues ou qui pourraient à l'avenir briller? Les petites pépites haïtiennes. Bah, écoute, ça c'est une très bonne question. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr que j'en connais. Mais la plupart du temps, ils sont connus déjà, quand même. Comme j'avais dit, c'était juste une question de temps. Bon. Et enfin, on commence à être reconnus ou les gens qui commencent justement à nous voir tel qu'on est. Sinon,
non, il n'y a pas vraiment de nom en particulier, de nouveau nom que qui- je dirais peut-être pertinent. Mais voilà, donc c'est tout ce que tu as dit, tous les noms que tu as mentionnés déjà, je pense que ça fait déjà beaucoup et c'est déjà de qualité. Et niveau infrastructure, est-ce que tu as eu l'occasion de fréquenter les complexes de la sélection du pays? Si oui, est-ce que c'était de bonne qualité? Par rapport à ça, je sais que à un certain moment, à cause on va dire, au moment où est-ce que j'ai été nommé pour faire partie de la liste, il y avait une politique qui était passée qui a fait en sorte que toutes les sélections devaient s'entraîner aux États-Unis. Donc, pour des questions de sécurité déjà, des joueurs. Donc voilà, je suis allé là-bas, euh, à Tampa Bay, ou c'était à Miami, etc. Donc là, on se base tout simplement sur les standards nord-américains. C'est autre chose. Ça n'avait rien à voir. Donc, ouais, c'est autre chose. Et après ça, je voulais faire un petit parallèle entre, on va dire, le prix des licences chez nous, tu vois, dans le nord de l'Amérique. Et ben, ça reflète quand même et on se dit, OK, on sait exactement où va notre argent quand même. Tu vois, on a une petite idée. Ouais, ouais. Donc, c'est quand même encourageant. Et je pense que c'est pour ça que les gens se sont dit, ben, c'est devenu normal de payer ce prix-là parce que si on veut avoir ces infrastructures, bah, faut mettre l'argent, quoi. Euh, En parlant, là on parle d'Haïti depuis maintenant quelques minutes. Ouais. On ne peut omettre un homme connu de tous qui te ressemble sur beaucoup de points, un attaquant de pointe canadien d'origine haïtienne, Jonathan David, qui brille aujourd'hui du côté de Lille. Est-ce que, malgré qu'il soit plus jeune que toi, c'est un exemple pour toi et pour les Haïtiens qui veulent percer dans le foot? Ben oui. Pour moi, comme Mbappé dirait, avec moi, tu me parles pas d'âge. Tu me parles foot, tu me parles de talent, mais tu me parles pas d'âge, tu vois. Tu parles d'âge avec les autres, mais quand je suis là, tu ne parles pas d'âge. Donc oui, je vais selon son sens aussi. Euh, Moi, c'est le talent et ce que tu proposes sur le terrain, sur le moment et à long terme aussi, qui est important. Donc Jonathan David l'observe depuis quelques années, tu vois, depuis qu'il était à Genk, d'ailleurs, tu vois. Donc je connais depuis, depuis des années, juste pour te dire. Sur FIFA, ben, je jouais avec lui aussi des fois, donc Ouais, je le connaissais, tu vois. Euh, et puis voilà, non, c'est un exemple pour pas mal de joueurs aussi. Euh, L'effet qu'il est en mesure de faire des merveilles avec la sélection canadienne, c'est super. Il arrive aussi à porter, on va dire, un porte-drapeau pour nous, pour qu'on ait un peu de reconnaissance en Europe, parce que ça fait pas très longtemps, ça fait pas 10 ans qu'on commence vraiment à donner un peu de crédibilité aux joueurs canadiens, au, surtout canadiens. au Quoi. final, c'est lui et Davis qui ont vraiment Vous poussé avez le mis en Canada avant. sur Ouais, la scène, quoi. exactement. Donc, je les remercie, tu vois, si jamais ils écoutent cette interview, ben, je vous remercie. Ouais, Guys, bah, thank you very much. I love you guys because without you guys, it wouldn't be possible for me to achieve my goal and to keep going to where I want to go. So, thank you very much. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, je les ai tout simplement remerciés de ce qu'ils font et voilà, de porter les sacrifices pour être en mesure de nous mettre sur la map parce que sans eux, j'aurais pas été en mesure de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui et de poursuivre mon rêve. Voilà.